Imaginez un agriculteur. Il met la main sur des meilleures semences possibles. Vraiment des graines génétiquement parfaites, résistantes, primées, le top. Le top du top. Voilà. Il s'attend, et c'est bien normal, à une récolte record. Mais, et c'est là que tout se joue, il prend cette graine extraordinaire et il va la planter dans un sol qu'il sait complètement empoisonné. Un sol saturé de déchets toxiques, oui. Une terre morte? Exactement. La question est simple et je vous la pose. Quel genre de fruit va-t-il obtenir? Eh bien, au mieux un fruit amer, rabougri, si tant est qu'il obtienne un fruit tout court en fait. C'est ça. C'est une loi biologique qui est implacable. Une plante, elle ne peut produire que ce que la terre lui donne à absorber. Elle ne peut pas inventer des nutriments qui n'existent pas. Et c'est précisément cette image simple, mais terrible, qui est au cœur de l'analyse qu'on explore aujourd'hui. C'est une métaphore tellement puissante. On a tendance à l'oublier ça, à se concentrer uniquement sur la qualité de la graine, et on oublie complètement l'état du sol. Totalement. Et c'est tout le propos d'un texte vraiment percutant d'Ibrahima Bokoum, qui s'intitule « Purifier la terre avant de semer la graine ». Ensemble, on va essayer de comprendre le message profond de ce texte. Pourquoi nos institutions échouent si souvent? Oui. Comment un pouvoir qui est mal structuré finit inévitablement par se corrompre? Et surtout, quel est le coût spirituel, le coût pour l'âme d'une nation, quand on s'obstine à diriger un système qui est fondamentalement brisé? L'auteur nous met en garde contre une erreur d'analyse qu'on fait tous. On passe notre temps à blâmer la graine, le leader, le président, le ministre. Toujours. Mais on refuse obstinément de regarder l'état de la Terre. Beaucoup utilisent une autre image très parlante. On ne change pas juste le conducteur, si la voiture, elle, a été conçue pour s'écraser dans un mur. Bon, alors plongeons-y. J'ai trouvé ce concept de terre souillée vraiment fort. Au début, en lisant, je pensais qu'il parlait de problèmes classiques. Vous voyez, la corruption, la dette. Oui, les sujets habituels. Voilà. Mais le texte va beaucoup, beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Il remonte vraiment aux racines du mal. Absolument. Pour comprendre cette terre souillée, beaucoup nous invitent à regarder ce qu'il appelle l'avant. Et attention, ce n'est pas une simple nostalgie pour un passé africain idéalisé, hein. Non, c'est plus technique que ça. C'est un mécanisme de gouvernance très spécifique symbolisé par l'arbre à palabres. Ce qu'il décrit, c'est un pouvoir horizontal où le dirigeant n'est pas au-dessus de la communauté, mais en fait partie. Les décisions se prennent par consensus, dans une sorte de symbiose avec la communauté et, je cite, dans un respect quasi divin de l'univers. Le pouvoir n'est pas une domination, c'est une gérance. Et puis vient la rupture, le moment où le poison est injecté dans la terre. L'arrivée des colonisateurs. Le texte utilise une phrase d'une violence inouïe pour décrire ce nouveau système. Ah oui, elle est terrible. Le gouverneur colonial, écrit-il, sucrait son café du sang et de la sueur de nos frères et sœurs. On ne peut pas être plus clair, ce n'est plus un État gérant, c'est un État vampire. Un système qui n'est pas là pour administrer, mais pour extraire, pour piller. Et c'est là que se noue tout le drame. Le point de bascule. À l'indépendance, on a changé les visages, on a hissé de nouveaux drapeaux, on a chanté de nouveaux hymnes. Mais la machine, la structure administrative, le système d'exploitation hérité de la colonisation est resté parfaitement intact. La machine est restée. On a simplement remplacé les opérateurs étrangers par des opérateurs locaux. La graine de l'indépendance, qui était pleine de promesses, a été semée dans une terre qui, elle, était restée fondamentalement toxique, extractive. L'âme de la nation était déjà en quelque sorte corrompue par la structure même du pouvoir. C'est une idée tragique, et ça débouche sur un concept que j'ai trouvé absolument central dans le texte, celui de gouverneur-président. L'idée, si je comprends bien, c'est que les nouveaux dirigeants n'ont fait qu'enfiler le costume, le rôle de l'ancien gouverneur colonial. C'est exactement ça. Et ce rôle vient avec une architecture du pouvoir bien précise. Elle est verticale, absolue, et surtout, le texte insiste beaucoup là-dessus, elle est sans palier. Sans palier. Sans contrepoids réel. On peut bien écrire les plus belles constitutions, créer des parlements, nommer des cours suprêmes, mais si en pratique le président peut nommer et démettre qui il veut, par décret, du simple planton au général le plus étoilé, C'est une façade. Un décor de théâtre. Le pouvoir reste ce qu'il était, un outil de contrôle et d'extraction et non un instrument de justice. L'analogie du gratte-ciel sans étage est terrifiante. C'est une image qui m'a vraiment marqué. Ça veut dire qu'on est soit tout en haut, au sommet, dans le bureau présidentiel, soit en chute libre,
vers le bas. Et cette chute, elle est fatale. Oui, Pas seulement pour le peuple qui subit cet arbitraire, mais aussi pour le dirigeant lui-même et ses proches. le texte le démontre de façon implacable. Il cite le sort des familles et des proches des dirigeants déchus. Que ce soit sous Sékou Touré, Dadis Camara ou plus récemment Alpha Condé, le schéma se répète. C'est toujours le même. Toujours. Pour les anciens puissants et leur entourage, c'est l'exil pour échapper aux broyeurs ou la réclusion. Il n'y a jamais de sortie honorable, jamais de retraite paisible. Le système est conçu pour être autodestructeur. Il finit toujours par broyer ceux qui pensaient le contrôler. Un pouvoir sans filet de sécurité est un danger mortel pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Et ce broyage des élites déchues, ce n'est finalement que la partie visible d'un iceberg de souffrance. Le texte nous plonge ensuite dans le coût humain quotidien de ce système, et là, c'est glaçant. Il s'attaque en particulier au système judiciaire. Oui, et les images sont d'une brutalité rare. Il parle de la toge du juge qui est alourdie par l'opprobre, comme si le tissu même était imprégné d'une odeur de corruption, de déshonneur. C'est fort. Il décrit les prisons comme des mouroirs, des lieux conçus non pas pour punir ou réhabiliter, mais pour mourir. Il va jusqu'à dire que ce sont des lieux si cruels que les tyrannies de l'Antiquité en auraient elles-mêmes frémi. Quelle phrase! Et il ne reste pas dans le général, il donne des exemples qui fondent le cœur. Des citoyens, parfois même des mineurs, qui meurent au fond d'une cellule avant même que leur dossier ne soit examiné. C'est ça. Des mères qui voient leur chair arrachée et broyée par une machine judiciaire qui devrait les protéger. Des enfants dont l'avenir se fracasse sur la pierre froide d'une cellule sans ciel. On sent bien que ce n'est pas juste une question de quelques juges corrompus, c'est plus profond. C'est la cruauté mécanique de la structure elle-même. Une machine conçue pour la domination et l'extraction, elle ne peut produire que de la déshumanisation. Elle ne sait rien faire d'autre. C'est sa fonction. Et face à cette faillite de la justice des hommes, le texte introduit une autre dimension, beaucoup plus haute. La dimension spirituelle, oui. J'ai trouvé cette partie fascinante, cette opposition frontale entre la justice des hommes qui est, je cite, « aveugle par calcul », Et la justice divine, qui, elle, est clairvoyante par essence. C'est un rappel puissant. Chaque injustice, chaque cri étouffé, chaque larme d'une mère est décrit comme une dette souveraine contractée auprès de l'Éternel. une dette souveraine. Dans cette perspective, le dirigeant, aussi puissant soit-il, n'est qu'un mandataire passager. Il n'est pas propriétaire du pouvoir. Et un jour, il devra inévitablement rendre des comptes. Pas seulement devant l'histoire, mais devant ce que le texte appelle le tribunal de l'invisible. Et le registre de ce tribunal, nous dit l'auteur, est à jamais ouvert et infaillible. Ça change complètement la perspective. Le pouvoir n'est plus un trophée, mais une responsabilité écrasante. Un test moral permanent. Alors, face à ce tableau si sombre, on pourrait être tenté par le désespoir. Mais ce qui est fort dans ce texte, c'est qu'il ne s'arrête pas au diagnostic. Non, il propose une voie de sortie. Il propose une manière de purifier la terre. Exactement. Le texte ne se complaît pas dans la dénonciation. La solution qu'il avance est structurelle pour répondre à un problème structurel. Il l'appelle la construction de paliers de pouvoir. Des paliers de pouvoir. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une décentralisation qui soit radicale et authentique. Il ne s'agit pas de donner quelques miettes de pouvoir aux régions, mais de renverser la logique. Le pouvoir local doit revenir à ceux qui connaissent la terre, qui portent l'histoire de leur communauté. Ceux qui sont ancrés. Voilà. Le texte utilise une très belle formule. Ceux qui ont l'imprégnation de leur terre. Des entrepreneurs, des éleveurs, des sages locaux. Des gens dont la légitimité ne vient pas d'un décret, mais de leur rôle dans la communauté. Mais est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir l'État central, de mener à une sorte de chaos? C'est une question légitime, et le texte y répond. L'État central ne disparaît pas. Au contraire, il se renforce en se recentrant sur ses missions essentielles, les fonctions régaliennes, la défense, l'armée, la monnaie, la justice pénale au plus haut niveau. L'idée, c'est de réconcilier la sagesse de l'arbre à palabre avec la rigueur d'un État de droit moderne. Donc, c'est une collaboration, pas une opposition. C'est une nouvelle architecture, une nouvelle collaboration. Les talents locaux ne sont plus vus comme des menaces à contrôler ou des ressources à piller, mais comme le véritable socle sur lequel un État juste peut se construire. Cette idée de danger du pouvoir, ça me rappelle une autre partie du texte, cette sagesse
ancestrale transmise par Tierno Hamadi Kadiata Bokoum, Kalakala. C'est une vision du pouvoir à l'opposé de tout ce qu'on voit. Totalement à l'opposé. Il enseignait que le pouvoir ne doit jamais être convoité, jamais désiré ardemment. Pourquoi ? Parce que gouverner, c'est, et je le cite, « marcher sur un fil aussi fin que la lame d'un rasoir suspendu au bord de l'abîme ». Waouh. Le pouvoir, ce n'est pas un privilège, c'est un danger mortel pour son âme. Et dans cette analogie, les paliers de pouvoir dont on parlait, eh bien, ce sont précisément les filets de sécurité installés sous ce fil de rasoir. Des filets de sécurité. J'aime beaucoup cette image. Ils ne protègent pas seulement le citoyen ordinaire de l'arbitraire du puissant. Non, il protège tout le monde, le faible du puissant, mais aussi le puissant une fois qu'il est déchu, de la fureur et des vengeances qui suivent inévitablement une chute dans un système sans étage. Le but, c'est de briser ce cycle infernal. En tarissant les sources de l'abus. En tarissant à la source les mécanismes de l'abus et de la corruption, en somme, si on devait résumer le message central de ce texte, il est d'une clarté redoutable. Arrêtons de nous obséder sur le changement de conducteur et concentrons-nous enfin sur la reconstruction complète de la voiture. Il faut, comme le titre l'indique si bien, purifier la terre avant de semer la graine. Exactement. Et le texte se termine sur une note philosophique, presque métaphysique, qui remet tout en perspective. Pour rappeler aux puissants sa condition de simple mortel, beaucoup m'empruntent une formule choc à l'ancien Premier ministre sénégalais Idrissa Seck. L'homme, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est brutal, un sperme éjecté et un futur cadavre. C'est brutal, oui, mais c'est une manière de dire que tout passe. Le pouvoir n'est qu'un usufruit précaire, c'est-à-dire le droit d'utiliser temporairement un bien qui ne nous appartient pas. Et la conclusion de Bokoum est sans appel. La roue du pouvoir finit toujours par broyer les mains mêmes qui croyaient la faire tourner. C'est vertigineux. Et en refermant ces notes, je me suis posé une question, une réflexion que cette analyse laisse en suspens. Si l'on gouvernait en se souvenant de ça, en se souvenant chaque matin qu'on n'est que provisoire, qu'un jour on marchera dans la rue sans garde du corps, sans pouvoir. Si chaque décision était prise avec cette conscience de notre propre finitude, combien nos institutions seraient-elles plus justes et finalement plus humaines ?